La société réédite le concert de Furtwängler du 27 août 1947 à Lucerne. C'est un programme de gala. Premier concerto de Beethoven avec Adrian Aschbacher au piano, ouverture Léonore III de Beethoven, et puis enfin la première symphonie de Brahms. Je suis aujourd'hui avec Stéphane Topakian pour parler de ce concert, mais ma première question est plus générale. Furtwängler est venu très régulièrement diriger à Lucerne. Quelle était donc sa relation avec cet endroit et avec ce festival? Bon, il faut savoir que le festival a été créé en 1938, initiative notamment d'Ansermet. Et puis, il y a eu une pause au début de la guerre à cause des événements. Et Furtwängler, lui, a été invité dès 1944 pour 2 concerts. Il a été très bien accueilli. Il a mis à l'abri sa jeune épouse qui était enceinte, qui est restée à Lucerne. Et lui, après, est retourné en Allemagne, on sait. Bon. En 1947, il est enfin habilité à reprendre son activité de chef d'orchestre. Il commence au printemps et à l'été 1947, il est invité au festival pour plusieurs concerts. D'abord, 2 concerts du Duchess Requiem de Brahms et puis 2 concerts symphoniques. Le second étant d'ailleurs un concert de bienfaisance, je crois que c'est au bénéfice de ça va être la caisse de retraite de l'orchestre, quelque chose comme ça. Ce second concert, c'est un peu la réplique du premier avec Eschbacher. Sauf que là, le concerto, c'est le concerto de violon de Beethoven avec Menuhin qu'il enregistre le lendemain pour his Master Voice. Et puis il va revenir chaque année, sauf en 52 où il est souffrant, mais il va revenir chaque année. Et on peut dire qu'il a été un élément vedette du festival de Lucerne, comme l'ont été par la suite Karajan ou Kubelik, par exemple. Donc chaque année, il va venir pour 2 concerts, généralement un concert symphonique, et puis on peut dire une grosse machine. Grosse machine, c'est la 9e Beethoven, mais la grosse machine, c'est aussi le Schöpfung, la création de Haydn, et puis, plus rare, la damnation de Faust de Berlioz, qu'il donne en allemand. Voilà. Et puis, il finira, en 54, il finira par une autre 9e de Beethoven, très célèbre. Donc, oui, c'était un habitué de Lucerne, il était très bien accueilli là-bas. Il demeurait en plus en Suisse, donc il était un peu dans son pays d'adoption. Et maintenant qu'on a pu situer un peu mieux le contexte, parlons du concert en lui-même. C'est un programme très chargé, pour le moins, qui lie des œuvres majeures du répertoire romantique, mais je te Oui, laisse en parler. En quoi ce concert est-il donc si singulier? pas singulier, bon, c'est très chargé, il y a un concerto, une ouverture, une symphonie. Bon, c'est assez classique comme programme. De même que la programmation, les œuvres.
c'est du grand répertoire. La symphonie de Brahms et les Léonore III sont des chevaux de bataille de Furtwängler. Il les a très souvent programmés. Ce qui est plus rare, c'est le concerto pour piano numéro 1. Bien sûr, il l'a joué souvent dans sa carrière, mais beaucoup moins que le quatrième concerto ou que l'Empereur. Donc là, c'est déjà quand même un point intéressant, ce premier concerto. Dieu merci, grâce à ça, on l'a. Et on l'a avec un excellent pianiste, un oublié, qui était un pianiste suisse, très connu en Suisse, mais aussi en Allemagne, qui était Adrian Eschbacher, qui était jeune à l'époque, il avait 35 ans. Et Furtwängler le connaissait parce que, moins de 10 ans avant, en 1943, il l'avait invité à Berlin pour jouer le deuxième concerto de Brahms. Donc ils se connaissaient, ils se pratiquaient l'un l'autre. Voilà. Donc ce qui est singulier dans ce concert, c'est surtout ce concerto. Alors, est-ce que tu pourrais peut-être dire un mot du mastering et de la remasterisation qui ont été opérés sur cette bande pour nous la proposer dans la meilleure qualité possible? Alors, d'abord, il faut savoir que ça a été retransmis par, je crois que c'est une des radios suisses, Münster ou Sotten, je ne sais plus. Peu importe, je dirais. Ça a été retransmis par les Suisses. Seulement, il y avait un problème, c'est que la radio suisse, il y avait un accord avec la Société des musiciens suisses pour interdire la conservation ad vitam aeternam des captations. Ils avaient le droit de le garder, je passais un mois, donc ils pouvaient le diffuser une fois, deux fois, là, puis après c'était fini. Les musiciens ne voulaient pas qu'ils aient comme ça donné gracieusement du matériau du grain à moudre. Sauf que, Dieu merci pour nous, ça a été relayé ce concert, et notamment ça a été relayé par la radio suédoise. Ça, on est loin, là, on est loin de la Suisse, la radio suédoise qui a gravé ça, qui a enregistré euh, le concert, et c'est eux qui ont les archives. Donc on est parti bien sûr de cette source-là. Ils ont numérisé leur archive, qui était du disque 33 tours, de très grand format, à gravure directe. Et donc ils nous ont refilé la numérisation haute définition de cette archive. Sauf qu'à l'époque, dans toutes les radios, et c'est pas seulement à l'époque, c'est même encore aujourd'hui, n'est-ce pas? Il y a une différence entre la radio et le disque. La radio, il faut faire l'ingénieur du son, il doit être toujours aux aguets. Donc, à l'époque, plus encore qu'aujourd'hui, ils ont la main sur le potentiomètre et je te monte et je te dis, je te baisse le niveau. Si on laisse aller trop fort le niveau, ça peut tout claquer. Donc, ils sont très très prudents, et encore plus à l'époque. Le matériel est beaucoup fragile. Donc, le type, l'ingénieur du son suisse, il a eu la main sur le potentiomètre et tantôt il pousse, tantôt il réduit. Alors, on a des choses très bizarres. Par exemple, le début de l'heure 3, Furtwängler joue très piano, sauf qu'il y a, je crois que c'est mesure 25-26, il y a un crescendo immense. C'est un crescendo sur 2 mesures. Et le gars s'est fait piéger. Et donc, on entend paniquer, il met un coup
de petard, comme on dit, en recul, en retrait, et ça fait un trou de modulation. Donc il a fallu refaire ça. Tout le mouvement lent du concerto pour piano, le type a dit c'est joué en mi-temps, ah bon, on a de l'espace, alors allons-y, on est plus fort. Alors, quand on écoute une émission radio en direct, je dirais ça peut passer, on s'acclimate, l'oreille réagit, etc. Au disque, on a du recul, c'est évidemment impossible. Donc il a fallu retraiter absolument tous ces niveaux. Bon. Et puis, arranger le son, c'est surtout une suppression des tas de petits bruits. Aujourd'hui, on sait faire, et on sait faire sans dommage pour le message musical. On a bonifié un peu le son, et qui manquait un peu d'extrême grave, il manquait aussi un peu de soleil là tout en haut du spectre. Hein. Donc, on aère un petit peu le son, par contre, on ne filtre pas, on n'abîme pas le spectre sonore tel qu'il est. Voilà, donc on a fait tout ce travail-là, et ce qui permet d'arriver à un résultat, oui, qui est quand même pas mauvais. Et on a laissé aussi, je précise, tous les applaudissements. On a les séquences d'applaudissements avant, après, on a laissé tel que c'était. Merci à toi. Le produit sera donc disponible le 23 décembre sur le site de la SVF, à condition d'être adhérent. Vous le trouverez, ce concert, en format CD, si vous voulez le graver pour l'écouter, par exemple, sur un lecteur CD, ou bien vous pourrez le télécharger en haute définition audio pour l'écouter numériquement. Ou alors aussi, n'oublions pas, la société sera à ce moment-là aussi en streaming, et donc ce concert sera le premier produit qui sera directement aussi accessible en streaming, haute définition ou définition CD. C'est parfait, c'est l'occasion de lancer le streaming. À bientôt Stéphane, et à bientôt. Bientôt, merci encore.